Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée en direct depuis la scène du pavillon Carré de Baudouin où se déroule actuellement la 2e édition de la fête de la jeunesse du 20e arrondissement de Paris. Alors moi je suis Louise et je serai votre animatrice pour cette émission unique qui est le fruit d'une très jolie collaboration avec nos partenaires et amis du quartier. Aujourd'hui, nous avons le privilège de mettre en lumière les jeunes talents artistiques du 20e ainsi que les initiatives solidaires menées par des jeunes engagés que vous allez pouvoir rencontrer. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous, cher public, qui êtes dans la salle. Vous faites aussi, vous, partie de cette émission. Il y a un micro qui est juste là. Et ce sera que pour que vous puissiez encourager toutes les personnes qui vont monter sur scène. Je vous invite dès à présent à faire un petit peu de bruit pour nous motiver. C'est parti! Préparez-vous à être transportés par leur créativité. Installez-vous confortablement. C'est parti. Et pour commencer, j'accueille Samuel. Bonjour Sam. Bonjour Louise. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, un peu stressé par cette première expérience radiophonique, mais ravi d'être à tes côtés, d'avoir pu collaborer avec les Fripons, et puis d'être aux côtés de nombreux jeunes artistes talentueux, et notamment certains que j'ai pu rencontrer au centre Kensaro Wiwa, dont je suis le directeur adjoint pour la Ligue de l'enseignement Fédération de Paris. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, et très honoré de faire partie de cet événement. Est-ce que tu peux rapidement nous dire en quoi consiste ton travail, toi ? Alors, en tant que directeur adjoint, je m'occupe entre autres de la programmation de la salle de spectacle. C'est notamment ce qui m'a permis de rencontrer une partie des artistes qui sont là aujourd'hui. Mais je m'occupe également de programmer des stages pendant les vacances scolaires, de faire le lien avec le pôle jeunesse, avec notre animateur et notre alternant cette année, pour qu'on puisse travailler tous les trois au meilleur accueil possible pour la jeunesse de l'arrondissement. Ok. Et du coup, comme tu disais, tu as l'occasion de rencontrer pas mal de jeunes. Et notamment, tu as eu l'occasion de rencontrer Zoé et Sam qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Super. Alors, vous êtes là pour nous parler de cinéma documentaire. Vous avez participé, vous travaillez sur un festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ouais. Avec Zoé, on est bénévole sur le festival Cinéma Premier Regard. Cinéma Premier Regard, qui est une association qui existe depuis 2018 et qui est en fait un festival de cinéma documentaire. C'est du court-métrage, c'est du cinéma étudiant, puisqu'on a pris le parti alors il faut souvent délimiter, se créer une identité parmi les dizaines de festivals de cinéma qui existent. Et donc nous, en fait, on met en lumière des films qui ont été créés, réalisés, produits dans le cadre d'études, souvent de master et en fait d'universités publiques françaises, mais aussi internationales parce qu'on a une sélection internationale. International aussi, parce que vous avez des partenariats avec des universités européennes ou Alors des partenariats, c'est peut-être un petit peu voilà, mais en tout cas on les démarche. Au fil des années, on commence à se compiler une bonne liste d'universités, alors européennes oui, mais de plus en plus aussi d'autres continents finalement, pas mal Amérique latine, Asie. L'année dernière, on a reçu beaucoup de films de l'Inde et ça nous enthousiasme. Super, trop bien. Et comment ça a commencé cette histoire de ce festival ? Donc, comme disait Sam, c'est depuis 2018 qu'a lieu le festival. Et en fait, à la base, ça a été créé par 2 étudiantes du master d'anthropologie visuelle qui a lieu qui est à Nanterre, l'université de Nanterre. Ouais. Donc, c'est pour ça que les 4 premières éditions avaient lieu à Nanterre. Et depuis la 5e édition, donc, qui était l'année dernière, on a décidé de se relocaliser dans le 20e, donc au centre Paris Anime. Kensaro. Voilà, exactement. Et comme on était bien accueillis et que ça s'est super bien passé, on s'est dit qu'on allait refaire dans le 20e cette année au même endroit. Et donc en fait, depuis 2018, il y a plein de personnes différentes qui ont contribué à faire vivre ce festival et à créer un peu l'identité de ce festival, et notamment 4 personnes principales. Donc c'était Oriane qui a créé le festival, Jeanne qui est arrivée l'année d'après, et donc Sam et moi qui sommes arrivés pareil en 2019 et 2020. Et donc ce petit noyau de 4 personnes, plus tous les bénévoles qui ont participé au comité de sélection des films, à chercher des financements, tout ça,
on crée l'identité du festival qui aujourd'hui est vraiment autour de valeurs qu'on tient à faire perdurer, qui sont déjà la gratuité du festival. Pour nous, c'est important parce que ça veut dire que n'importe qui peut venir. C'est aussi important d'avoir des espaces de socialisation qui sont non marchands et qu'on vient, on n'a rien à vous vendre. Et c'est à la base quand même le principe de l'associatif. C'est aussi des espaces qu'on essaye de rendre le plus accessibles. Donc aussi, par exemple, nous, on a l'accessibilité pour les personnes sourdes, c'est-à-dire qu'il y a des interprètes en langue des signes française qui sont là pendant tout le festival pour interpréter. Qui sont devant la scène. Ouais, en fait, on a des discussions avec les réals. Okay, et donc, il y a des interprètes qui sont là pour que le public sourd puisse à la fois comprendre les discussions, mais aussi poser leurs questions. Et c'était aussi nécessaire parce que, par exemple, l'année dernière, on avait une personne sourde dans le jury du festival. Donc, sinon, on n'aurait pas pu, en fait, s'il n'y avait pas cette accessibilité. Et ça demande aussi de faire sous-titrer les films. Donc, on travaille avec une sous-titreuse spécialisée dans les sous-titrages pour personnes sourdes et malentendantes. Ça s'appelle les sous-titres SME. Et donc, c'est des sous-titres qui sont enrichis avec un code couleur et avec d'autres informations. Donc ça participe aussi à l'accessibilité du festival. On essaye aussi d'avoir une ambiance qui soit pas trop, qui soit conviviale et disons que le lieu aussi qu'on va choisir va amener aussi l'identité. C'est pour ça que nous, un centre Paris Anime, ça nous correspond bien par rapport à d'autres lieux un peu plus, on va dire, universitaires ou dans d'autres quartiers où disons que n'importe quel public se sentirait pas légitime de venir et aussi se sentirait pas légitime de poser des questions. Nous, on a envie d'avoir ce genre de... Ok, super. Et comment ça se passe le festival en fait ? Comment se passe la sélection ? Quels sont les types de films que vous allez sélectionner ? Je sais pas s'il y a des critères, si chaque année il y a peut-être une thématique. Comment c'est le... Alors, on fonctionne pas avec une thématique parce que c'est vrai qu'on s'est mis sur des critères qui sont assez restrictifs. Aller chercher des films de master, de fin d'études sur des universités françaises, ça concerne une vingtaine de formations en fait en France. C'est 60 films qu'on reçoit pour la sélection nationale généralement par an. Donc en fait, on fait circuler un appel à films. Là actuellement, le nôtre il circule encore jusqu'au 14 avril. Jusqu'à demain. Demain, c'est la deadline pour nous envoyer votre film. On est plutôt court métrage, donc on essaie de rester en dessous de 40-45 minutes max. Moyen métrage même. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est rare souvent que ces films-là fassent jusqu'à 40-45 minutes. On est plutôt autour de 20-30 minutes. Et après, sur les critères de sélection, souvent en fait, on réalise des comités de sélection. Donc là, cette année, Zoé et moi, on est sur le comité national avec 2 autres bénévoles. On visionne les films au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et puis finalement, on n'a pas forcément de critères très très fermes, très établis. C'est beaucoup, dans la démarche. Qu'est-ce qui va nous plaire ? Est-ce qu'il y a des images ? Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière ? Ouais, c'est une question de point de vue aussi. Parfois, les films sont pas forcément maîtrisés techniquement aussi parce que c'est une chose qui manque aux formations publiques, c'est des moyens pour avoir des caméras, etc. Donc souvent, il va y avoir ce manque-là. Mais ce qui nous plaît aussi, c'est de montrer des films où il y a une idée derrière, il y a un vrai point de vue d'auteur. Et donc c'est ça qu'on va privilégier, et aussi d'avoir différentes formes parce que le documentaire, ça a plein de formes. Et aussi c'est pour ça qu'on présente les différentes formations de documentaire en France parce qu'il y a plein de manières de faire du documentaire, donc il y a plein de manières d'apprendre à faire du documentaire. Et on se rend compte qu'en fonction des universités, on voit en fait qu'il y a des sortes d'axes, de lignes qui se créent en fait, et il y a une manière de faire du documentaire, par exemple à l'école de l'USAS, où il y a une autre manière de faire du documentaire, par exemple à La Rochelle, où c'est vraiment du film animalier. Il y a plein de manières de faire du documentaire. Avec les différents modes de narration possibles, oui, effectivement. Et du coup, là, il y a jusqu'à demain pour sélectionner les films, pour pouvoir envoyer des films. Vous travaillez dessus, vous les sélectionnez, et ensuite, il se passe quoi ? Ensuite, on va contacter tous les réalisateurs et réalisatrices parce qu'une des choses qui est très importante pour nous, c'est d'avoir des échanges avec les réalisateurs et réalisatrices. Donc, on tient à les défrayer pour leur présence pendant le festival, ce qui nous permet d'avoir... l'année dernière, on a eu tous les réalisateurs et réalisatrices qui étaient présentes et aussi certains autres membres de l'équipe des films. Donc déjà, on va les contacter. Mais aussi, en ce moment, on est dans une grosse phase de recherche de subventions parce que là, on dit que la prochaine édition aura lieu à l'automne à Paris, mais en fait, on est en ce moment même en train d'envoyer des demandes de subventions que si on n'a pas, l'édition n'aura tout simplement pas lieu. Ok, c'est aussi un appel à financement. On a 25 000 € de budget, s'il vous plaît. Si vous connaissez des mécènes. Ok, trop bien. Et donc,
Pour l'instant, il n'y a pas de date qui est complètement fixée avec Kensaro. Il faut qu'on en discute. On avance dessus, mais voilà, on n'a pas encore tout à fait défini encore les dates. On est encore en train d'échanger un peu à ce niveau pour voir ce qui serait le mieux pour accueillir un maximum de monde et pouvoir les accueillir aussi. Et ça se déroule 3 sur quoi? 3 jours? C'est notre ambition pour cette saison. c'est On ça. l'avait fait sur 2 jours l'an prochain et on compte bien le faire sur 3 la saison prochaine C'est pour ça. peu que le projet puisse être mené jusqu'au bout. On a de nouveaux projets en plus aussi d'ateliers, en plus des projections de films. Donc voilà. Qu'il y ait des ateliers à côté qui soient proposés à Kensaro. Oui, c'est ça. En plus, elles nous font l'amitié de proposer justement toutes sortes d'ateliers qui permettraient aussi au public de davantage comprendre les valeurs qui vont autour de ce festival et puis de s'initier aussi ces techniques de sous-titrage, de fanzine aussi. Il y a cette ambition de faire découvrir ça au public du festival. Et donc, c'est vraiment très chouette de leur part de proposer ces interactions avec les habitants du quartier et du centre. Oui, ok, du ben, lieu super. aussi. Ouais, il y a vraiment cette envie en tout cas de mixer davantage les publics et de travailler aussi sur peut-être démystifier le documentaire et de permettre à des personnes qui en sont éloignées ou qui en ont jamais entendu parler ou qui pensent que c'est seulement le reportage Arte sur les lions qui mangent des gazelles. Et Voilà, que c'est pas forcément ultra et en fait, c'est pas soporifique, juste quoi, ça, c'est et ça que va tu veux plus dire. loin. Et en fait, c'est pas juste de l'élite, enfin, c'est pas juste pour l'élite le documentaire, c'est complètement accessible et ça peut parler à tout le monde. Ok. Eh ben merci beaucoup. Merci à toutes vous. les deux d'être venues nous parler de ça. On va maintenant pouvoir accueillir notre premier artiste, Ulysse 2001, et qui va nous interpréter un morceau. On te laisse le temps de prendre le micro. Tu vas nous interpréter Puisse la misère danser. C'est à moi. L'autre jour, j'ouvre ma porte. Sur le trottoir d'en face, louche femme, elle se fait douce flamme. Lèvres pourpres, elle couche, juste là pour un billet te touche. Sinon bouge de là, dit la louve. Bouge de là, dit la louve. Puisse la misère danser. Tu me prends combien, je me vends peu cher. Et toi dis-moi, tu te sens comment, est-ce que tu le vis bien? On vit avec l'argent, on vit sans. Dès lors difficile d'avoir le mode de vie sain. Ici ça sent le sang, l'essence 100% du temps. Travail à temps plein, un peu de repos cependant. Quand le client vient pas, à cause du froid. Et dis-moi, t'as combien d'enfants? 2 gamins, bientôt 3, enfin sauf si avortement. Et quel âge t'as? La señorita n'a même pas 20 ans. Et tes parents, partis dans le vent, partis dans le vin. C'est dans l'air, tu le sens, 2 grammes dans le sang. Ça rend content, non, tu mens, regarde ton teint. À quel genre de drogue tu touches? Te mêle pas de ça mon grand, ça te regarde pas. Soit je m'occupe de toi, soit tu t'en vas. Tu bouges de là, donc de là je bouge. Je ne reverrai pas la louve. On pousse dans des champs de pleurs, loin des champs de fleurs, loin de l'or des champs de blé. On pousse des cris de peur dans des lits de feu, loin des lyres et du chant des fées. On pousse dans des champs de pleurs, loin des champs de fleurs, loin de l'or des champs de blé. On pousse des cris de peur dans des lits de feu, loin des lyres et du chant des fées. Mes pas m'emmènent loin, pas si loin que ça. Sur le trottoir d'en face, tandis que la nuit tombe, un homme tombe aussi. Je suis rempli d'une honte, oui. Le mec est sous, sans le sou, pas sans souci, pas si sûr de moi, j'avance et je la boucle. Cette fois-ci, mais je croise un regard rouge, folie. Et ça me touche, au lit. J'y repense en boucle, au lit j'y repense en boucle. À la brute, à la pute, à leur nuit. À la brute, à la pute, à la vie. Et je me dis, c'est pour un peu moins penser, faut avancer, puisse la misère danser. On pousse dans des champs de pleurs, loin des champs de fleurs, loin de l'or des champs de blé. On pousse des cris de peur dans des lits de feu, loin des lyres et du chant des fées. On pousse dans des champs de pleurs, loin des champs de fleurs, loin de l'or des champs de blé. On pousse des cris de peur dans des lits de feu, loin des lyres et du chant des fées. On pousse dans des champs de pleurs, loin des champs de fleurs, loin de l'or des champs de blé.
poussent des cris de peur dans des lits de feu, loin des lyres et du chant des fées. Puisse la misère danser. Merci beaucoup Ulysse. Merci. Tu peux venir nous rejoindre sur le plateau radio. Trop fort. trop fort. Je peux rien savoir. C'était top. Et du coup, des nouveaux invités sur le plateau. Ulysse, prends le temps de t'asseoir. Nous avons avec nous Jenny Chan et Willow. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Écoute, Sam, je te laisse. C'est ton moment. Alors, je suis ravi de pouvoir accueillir Ulysse 2001 aujourd'hui au pavillon Carré-Baudouin. Ulysse 2001, un artiste polyvalent, un artiste aux multiples facettes, rappeur, conteur, slammer. Voilà, il ne s'arrête pas à un seul style. C'est un homme très occupé, un artiste déterminé, engagé. Et voilà, dont on a pu profiter des talents au centre Ken Saro-Wiwa. Donc je suis ravi aussi de pouvoir l'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Et également un événement un peu particulier pour toi, Ulysse, parce que je sais que tu es un enfant du 20e arrondissement, un arrondissement qui t'est cher et qui marque forcément ton travail. Donc être aujourd'hui au Carré-Baudouin, c'est sans doute un peu spécial pour toi. Complètement, c'est une belle comment dire, symbolisation de quelque chose, d'une réussite aussi, d'une reconnaissance. Parce que effectivement, voilà, j'ai grandi dans le 20e, je suis né dans le 20e et j'ai grandi dans le quartier Horto, voilà, près de la rue des Haies, tout ça. Donc c'est une identité qui, bien que je sois pas dans une ambiance de gars de quartier, l'air de rien, l'identité du 20e et ce que ça véhicule, c'est quelque chose qui m'a construit. Donc voilà, j'en profite pour faire la passe à tous les copains du 20e qui m'écoutent. Voilà. Alors on sait que tu as démarré un peu par le rap, mais ça serait un peu réducteur de te réduire un peu à cette seule discipline. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes différentes influences et justement de cette façon que tu as de t'approprier différents courants, différents styles pour n'en faire qu'un, le style Ulysse 2001. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Merci Sam, c'est flatteur de ouf. Bah oui, disons que un petit peu à l'image du 20e en vrai, on est bercé par plein d'influences différentes. Et il se trouve que, ayant fait mon chemin dans plein de milieux, plein de groupes sociaux différents, en fait, je me suis imprégné de plein de styles aussi. Et au bout du compte, effectivement, j'ai beaucoup écouté de rap à l'adolescence et dans mon enfance aussi, parce que c'est la première musique qui m'a fait vibrer. C'était les morceaux de mon grand frère et tout. Et puis, en fait, après, c'est lycée littéraire, donc c'est de la poésie, c'est des lectures, c'est du slam, c'est d'autres écoutes. Et donc, au final, avec l'âge, ce qui est arrivé, c'est la trouvaille d'un style personnel qui est à la jonction entre quelque chose de très rap, ce qui m'arrive encore de faire, parce que j'ai aussi fait mes armes en open mic, en scène ouverte, où voilà, t'as une prod qui se lance et tu rappes dessus. Et puis en même temps quelque chose plus slam, plus poésie, où voilà, il peut m'arriver de faire des soirées a cappella, aussi voilà, toutes les formes d'art m'attirent en fait, et même le théâtre, enfin toutes ces choses-là en fait se rejoignent. J'ai lu quelque part qu'on pouvait définir ton style comme quelque part à mi-chemin entre Arthur Rimbaud et Kerry James. Ça m'a fait sourire de voir la comparaison entre ces deux extrêmes. Mais ceci dit, ça représente peut-être assez bien ce que tu veux exprimer, la possibilité de réunir un peu ces différentes poésies. C'est ça, exactement. Sachant que pour moi, le rap, c'est ni plus ni moins que de la poésie. Si tu, voilà, après, on va pas rentrer dans ce débat, mais du bon rap, c'est de la poésie mise en rythme. En fait, c'est dans l'histoire de la poésie, c'est très récent, le fait que la poésie soit détachée de la musique. C'est que pendant la période romantique, mais en fait, sinon, la poésie, elle a jamais été détachée de la musique. Donc les poètes sont des musiciens aussi. Tu vois, moi, je fais pas de séparation, en fait, entre les deux. C'est, pour moi, voilà, les rappeurs sont des poètes et simplement, ils servent des mots, ils jonglent avec les mots, ils rebondissent avec, tu me passes un rythme tout simple et je fais un rap dessus, tu vois. C'est un état d'esprit aussi.
Et je sais qu'en plus de cet investissement artistique, qui du coup c'est notamment matérialisé par la sortie de 2 EP déjà, puisque tu as sorti 2 EP dont l'un s'appelle Je crie et un autre sorti en novembre 2022 qui s'appelle Naufrage, donc qui sont encore disponibles et on écoute un peu sur les différentes plateformes. Mais je sais aussi, pour y avoir assisté, que tu t'es lancé dans une nouvelle aventure dont on a pu vivre la release party de ton nouveau label. On va en parler. Grand équipage, mais qui du coup, désormais, plus qu'un artiste, tu es devenu un homme qui pratique 10 000 métiers à la fois. C'est pas simple. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel courage il faut pour se lancer dans cette aventure qui a donné lieu à une très belle soirée aussi au centre Kensaro. Merci encore à toi. Mais je sais que c'est beaucoup de boulot. Merci, vraiment Samuel, merci pour cette prestation élogieuse, enfin cette présentation. Oui, en fait, étant donné que moi c'est ma vocation d'écrire, de faire de l'art et que je veux en vivre en fait tout simplement, il y a eu un moment donné où je me suis confronté aux limites d'être seul et de pas être structuré. Et en fait, très tôt, je pense que je me suis aperçu de ça et j'ai mis un peu les mains dans le cambouis en faisant des choses assez ingrates qui vendent pas du rêve en fait. Quand tu as envie de démarrer en tant qu'artiste, tu te dis voilà, moi je veux faire des followers, je veux remplir des salles et tout. Moi j'ai mis les mains, on va dire, plus dans le juridique, dans l'administratif, dans c'est quoi, enfin en fait qu'est-ce qui tourne autour d'un artiste mais qui n'est pas de l'artistique pur, et tout ce qu'on voit pas en fait du monde artistique. Et ça m'a conduit en fait à monter un label déjà, parce que j'ai vu la limite de la structuration en artiste solo. Il y a un moment donné, il faut aussi se structurer. Et puis ça fait aussi l'objet de la recherche que j'ai envie de mener, parce que tout à l'heure l'association Premier Regard parlait de Nanterre. Moi je suis à Nanterre en anthropologie et je me dirige vers l'ethnomusicologie, donc c'est l'analyse des sociétés mais par le prisme musical. Et mon objectif c'est de faire une recherche sur la musique actuelle et sur les dynamiques un peu de l'indépendance. Comment on est artiste indépendant en fait aujourd'hui. Et ça c'est toutes ces années d'auto-formation en quelque sorte, depuis que je suis sorti du lycée, depuis 5 ans, qui m'ont poussé à aujourd'hui écrire et réfléchir là-dessus en fait. Écoute, félicitations un petit peu pour ça. Je sais, par rapport à ta prestation tout à l'heure sur scène, que tu es aussi quelqu'un qui laisse la place aux musiciens, qui n'hésitent pas à collaborer avec par exemple des musiciens qui viennent de la musique classique par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces collaborations ? Tout à fait. C'est que moi, je viens d'une famille où ma maman est musicienne. Et c'est elle qui, je dirais, m'a mis aussi sur ce chemin-là. Donc j'ai fait de la musique au conservatoire en accordéon. À mes débuts, c'est comme ça que j'ai appris la musique, le langage musical. Et gardant aussi les yeux ouverts, les oreilles ouvertes sur tout, en fait, j'ai envie d'incorporer de plus en plus des styles, justement, et d'hybrider un petit peu les styles. Et c'est pour cette raison que Arnaud Kérebel, que vous entendrez tout à l'heure en concert avec moi, c'est un pianiste de jazz et de classique. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça sur une scène ouverte. Et au final, tu vois, le courant est passé, comme on dit. Et puis aujourd'hui, on travaille ensemble. Vous allez mélanger les styles. Et on verra ça tout à l'heure pendant le concert, un petit peu plus tard. Je me permets de faire avancer, puisque nous avons tout un déroulé d'émissions. Merci beaucoup, merci Ulysse, merci à vous. Pour tout ce que tu nous as raconté. Et on a hâte d'écouter la suite tout à l'heure avec Arnaud. À côté de toi, donc, 2 jeunes invités aussi, Jenichan et Willow. Vous êtes venus nous parler d'une initiative à laquelle vous participez. Et il s'agit des frigos solidaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les frigos solidaires ? Allez-y, lancez-vous. Willow, c'est parti. Allez, Jenichan. Le frigo solidaire, déjà, il fait partie d'une association qui s'appelle l'EPJ Miroir, Espace Paris Jeunes, qui est dans le 20e. Ouais. Davout, pas Miroir, excusez-nous. EPJ Davout, l'Espace Paris Jeunes Davout, ouais. Ouais, en fait, c'est 2 jeunes qui fréquentaient la structure, qu'ils ont proposé pour les personnes dans les besoins. Du coup, on a fait une demande à la mairie et après, on a reçu le frigo solidaire. Et comment ça marche un frigo solidaire du coup ? Alors, c'est pour toutes les personnes dans le besoin, si les sans-abri, les personnes avec des moyens financiers très bas. N'importe quelle personne qui peut donner un truc, mettre par exemple, je sais pas, une bouteille d'eau, un truc à manger dans le frigo, ça peut aider les personnes aussi. Nous aussi, on le fait de notre côté et ça permet aussi
comment dire, de venir en aide aux gens qui auraient besoin. Donc c'est les gens, après les gens passent et si ils peuvent se servir dans ce frigo qui est installé devant la structure, c'est ça? Et en fait, il n'y a pas besoin de demander, les gens ont juste à venir ouvrir le frigo et prendre. Surtout les personnes sans abri, comme je venais de dire. Donc il y a une association qui s'appelle les Frigos Solidaires et que comment ça se passe en fait? Toi, tu as entendu parler de ça et tu t'es dit, je trouve que c'est une bonne, initiative. Ça vient de l'EPJ d'Avoue. Ouais. Et moi, quand j'ai appris ça au début, je me demandais ce que c'était. Ouais. Donc après, on m'a expliqué un peu dans les gros détails. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment humanitaire et j'aime beaucoup l'humanitaire en général, donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, en plus de ça, ça peut aider les gens, ça nous permet aussi de tisser des liens, pouvoir savoir l'histoire des personnes, pouvoir juste redonner le sourire aux gens aussi. Parce que malheureusement, dans les circonstances actuelles, il y a beaucoup de personnes qui perdent le sourire, qui n'ont plus vraiment cette joie-là comme avant. Et si on peut juste redonner un semblant de sourire et de vie aux gens, je dis pas non. Ouais, c'est super. Trop beau. Tout et puis bon. Trop beau. Comment on fait, moi, si je me dis, tiens, j'ai envie d'installer un frigo solidaire dans la rue, pas loin de chez moi? Alors, comment ça se passe? Il faudra passer par la mairie. Il faudra demander à la mairie déjà l'accord. Ouais. Après, si vous avez l'accord, ils vous fourniront le nécessaire. Et après, vous devrez juste le mettre soit à l'entrée, soit dehors, mais devant l'espace. Devant l'espace, ok. Devant la structure, juste pour que les personnes puissent voir. Et les premiers jours, dire ce que c'est, ou même mettre une affiche où on dit clairement ce que c'est et pourquoi. Et quels sont les faits, pourquoi on fait ça. Est-ce que toi, tu avais déjà mis en place d'autres actions comme ça, qui sont des actions de solidarité? Non, c'était la première fois. C'est un début. C'est un début à tout. C'est trop bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup d'être venus nous raconter ça tous les deux et bravo. Bravo à tous les deux. On va accueillir maintenant Roberto, qui est en service civique. Prends le temps de t'installer tranquillement. Hello. Alors Roberto, toi tu es en service civique, c'est quoi le service civique? Alors, service civique, c'est une façon d'être engagé auprès d'associations et voilà. En vrai, je sais même pas ce que ça veut dire le service civique, mais j'en fais un en tout cas. T'en fais un, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes missions, toi, de service civique? Alors là, je suis à la Ligue de l'enseignement à la Fédération de Paris et j'organise du coup une exposition avec les 16 centres Paris-Anime de Paris. Du coup, j'ai pour thème le sport et on aura plein d'artistes. En ce moment, il y a beaucoup de sport. Ouais, j'imagine. Et du coup, on aura plein de choses différentes. On aura de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la sérigraphie et plein d'autres choses. Je vous invite à venir, du coup. Je fais un moment pub pour l'événement. Vas-y, c'est le moment. Alors, ce sera le 31 mai à la piscine de la Butte aux Cailles. Et venez, ce sera de 19h à 21h. On aura DJ... il y aura de la musique du coup, il y aura à manger, il y aura des ateliers de Posca en live avec un artiste qui vient tout droit du 20e. C'est un des profs de graffiti du centre Kensarawiwa qui participe du coup à ce projet. D'accord. Du coup voilà, on a plein d'artistes d'un peu partout de Paris et j'essaie de mettre ça en avant le plus possible quoi. Ok, mais d'après ce que j'ai compris, tu fais plein d'autres choses dans tes missions de service civique. Quoi d'autre? J'ai ma collègue du coup, qui s'appelle Camille qui organise du coup elle un festival de théâtre avec les 16 centres Paris-Anime aussi. J'aide aussi pour d'autres projets. Du coup, il y a Résidence 13 qui est un peu plus focus sur le 13e arrondissement, mais qui donne un peu des outils à des artistes comme des salles de répétition, des endroits pour faire les résidences, etc. Et il y a un accompagnement un peu administratif, technique. C'est ça, du coup, on présente aussi tout ce qui est... on les aide en fait dans toutes les démarches pro, de faire du réseau ou comment faire des recherches de subventions, etc. L'intermittence, tout ça. Exactement, ouais. Gros sujet. Un sujet qui fâche, mais qui est nécessaire à... faut avoir les outils, quoi. Bah oui, non, mais ça s'apprend à comprendre comment fonctionne l'intermittence. Je voudrais juste revenir sur le service civique. Comment ça se passe le service civique? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ça se passe très bien, du coup. Moi, je suis en contrat 24 heures.
Et je pense que c'est un contrat assez bien qui me permet de faire mes projets perso à côté et de aussi me concentrer sur le projet du coup de l'exposition et de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et comment ça se passe dans quel sens en général? C'est un contrat de service civique. Tu es rémunéré? Je suis rémunéré du coup à 614 € exactement par mois. C'est pas grand chose, mais je pense qu'en tant que jeune et si on n'a pas autre chose à faire à côté, ça peut être un revenu en plus. Et c'est un contrat qui dure combien de temps? Voilà ce que j'allais dire. Du coup, là, je suis en contrat de 8 mois. J'ai commencé en novembre et je finis en mi-juillet. Et à la suite, je pense retrouver autre chose. Ça me fait une très bonne expérience en tant que coordinateur événementiel, on va dire. Ouais, et ça me permet d'avoir un bon CV et de pouvoir faire autre chose l'année prochaine qui se rapproche un peu de ce sujet-là, quoi. Ça t'a fait découvrir des choses qui te donnent envie pour la suite? Clairement. De base, je voulais faire de la production audiovisuelle, mais maintenant que je fais ça, je pense que tout ce qui est événementiel en général, ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que j'ai des bons collègues et des bons supérieurs qui m'apprennent de nouvelles choses et qui me... Tu vas rester avec eux? Franchement, s'il y a un petit contrat qui se libère, moi je dis pas non. Ah là là, ok, invitation lancée. Trop bien. Et ben merci beaucoup Roberto de nous avoir raconté tout ça. Et on accueille maintenant Faye. Faye, tu peux monter sur scène et nous rejoindre, attraper le micro et tu vas nous interpréter Journal intime. Tout le temps, je broie du noir, j'ai envie de tout lâcher. Pour mes 20 ans, je sors le soir, je rigole pour rien gâcher. Bordel, je traîne mes pelles, j'épargne aucune peine. Je sème des graines, puis j'en fais des caisses pour tout mâcher. C'est comme une tempête où je me retrouve sans abri, je coule sous mes larmes, sans bouée, comme on nageait, j'ai pas appris. Emporté par le poids de la tristesse, je tape du pied de plein fouet. Coup de poing, je perds encore plus de points qu'à l'arrivée. Il est 6h du matin, je gratte en espérant que la voix s'éclaire. Que ma voix éclair vient de s'abattre sur cette putain de colère. J'ai envie d'arracher la gêne de ce monde, faire taire la haine de tous les cœurs de pierre, de toutes les causes immondes. J'ai 24 ans et je veux des silences dans cette tourmente. Prendre ce fil immense dans cette tour et monter. Arriver tout en haut, dirais que plusieurs fois je suis tombée, mais que j'ai jamais failli de croire en la bonté de l'humanité. Il est midi, j'ai encore fait une grasse matinée. Perdu le goût de ces prières pleines de grâce, pourtant c'est inné. Criminel de la joie, j'ai tué tous mes sourires. J'écris pour refaire honnête tous mes profonds désirs. Une page après l'autre, je vois la lumière s'intensifier. Plus sage, bientôt vôtre, je capte hier et scénographié. Que mon passé est limité, que ma réalité est ma liberté. Sans entrave, sans liane pour m'emprisonner. On te laisse le temps de t'installer. Merci. Merci beaucoup. Faye, une artiste complète, une chanteuse, une danseuse, une rappeuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences et de ton parcours artistique ? Alors moi, mon parcours, il est assez particulier. Parce que ça fait que très récemment, que très peu de temps que je me suis vouée complètement à l'artistique. C'est-à-dire qu'avant ces 2 années-là où je me suis investie complètement dans cette voie,
Je dansais beaucoup dans ma chambre, je chantais presque pas. Et du coup, au fur et à mesure de mon parcours, parce que moi, à la base, j'ai un cursus sportif. Donc, j'ai fait des études de sport, j'ai fait 15 ans de foot et j'ai un cursus en STAPS, donc des études de sport, à fond dans le sport. C'était ma première passion. Et de fil en aiguille, dans mon parcours, j'ai eu des révélations. Et j'ai chanté comme ça lors d'une jam artistique avec des amis. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à accepter l'idée qu'il fallait que j'investisse dans cette voie. Et voilà. Et je voulais t'interroger un peu autour de ton prénom, Faiza. Yes. J'ai lu quelque part, tu disais que Faiza, en arabe, ça voulait dire la gagnante, Yes. mais que tu t'étais pas toujours sentie comme telle. Est-ce que tu peux nous... Et que c'est aussi quelque chose qui parcourt un peu ton travail et le spectacle que tu es en train de travailler, qui s'appelle La Force de nos failles, qui va être joué le 3 mai au centre Ken Saro-Wiwa pour la première fois. Yes. Ça va être une des grandes dates de notre saison. Est-ce que tu peux nous voir, c'est un spectacle conférence, qui évoque aussi le thème de comment trouver sa place malgré nos failles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce process? Eh ben, écoute, à un moment donné, je me suis posé des questions et je me suis dit comment rassembler tout ce que j'aime, toutes mes forces, dans un seul et même projet, et en même temps toutes mes failles. Oui, effectivement, Faiza, ça veut dire gagnante en arabe. Et faut savoir que dans mon éducation, dans ma culture, l'artistique est pas vraiment quelque chose de toléré. Donc, chanter, danser sur scène, monter sur scène, partager mon art, c'est quelque part une faille que je transforme en force. Et du coup, mon slogan, c'est « Fais de tes failles une force ». Et j'ai décidé d'appeler le spectacle « La force de mes failles ». Je travaille pas toute seule, on est en collaboration avec plein d'autres artistes. J'ai une équipe géniale, c'est des Avengers, c'est des super-héros. Je les trouve formidables. Je travaille avec un metteur en scène, une illustratrice, des régisseurs son qui sont Flo, qui font partie du centre Kensaro aussi, dans lequel je m'épanouis vraiment. D'ailleurs, je te remercie pour ça, parce que Samuel, c'est aussi une porte ouverte et une faveur que tu m'as faite en m'incluant dans cet organisme, dans cette structure. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir le partager, le présenter le 3 mai pour la première fois avec hâte. Je voulais témoigner pour avoir observé justement toutes ces périodes de résidence, de répétition, de toute l'humanité qui se dégage du travail de Faiza et de l'équipe qui l'entoure. On sent des gens, c'est avec beaucoup d'amour que tout se passe, des gens qui ont envie de l'aider, de la soutenir, et qui viennent donner de leur temps, qui viennent donner de leur générosité. Et tout ça transpire vraiment dans le groupe qui l'accompagne, dans le spectacle. On ressent vraiment cette générosité, cette envie, cette passion et cette humanité. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'on ressentira fort aussi pendant le spectacle. Et donc au-delà de t'avoir accueilli, c'est aussi c'est l'occasion de dire que pour toute l'équipe aussi, d'avoir des artistes qui comprennent aussi que on fait en quelque sorte partie d'une grande famille tous ensemble, et que c'est un état d'esprit qu'on essaye de partager pour se soutenir, se donner des opportunités, créer des échanges comme ça. Et du coup, ça a été très précieux. La façon aussi dont Faiza a investi nos régisseurs, elle parlait de Florian. C'est une des premières fois que je vois une artiste qui très clairement investit un jeune professionnel dans son spectacle, vraiment, avec des liens humains qui se créent par ailleurs, qui ont été très forts. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pu assister aux coulisses de ce spectacle. Et là, de te voir sur scène, de te voir performer, c'est d'autant plus d'émotion, et de constater que le talent est bien réel en plus. Donc c'est une belle histoire. C'est vrai que j'ai une équipe très riche et je suis très contente parce que du coup, quand on est seul dans un projet, c'est pas forcément facile de pouvoir collaborer ou juste d'être entouré. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est des chances... c'est des opportunités incroyables. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut retenir aussi de ce que nous a dit Ulysse, de ce que nous dit Faiza. Ce sont des gens qui, à la fois, font fi un peu des frontières entre les courants et qui ont compris que c'était ensemble qu'on avançait. Et donc, avec le côté fédérateur qui va avec, c'est ce que j'ai aimé aussi dans la rencontre avec ces artistes, c'est justement l'altruisme qu'ils ont en eux, puisqu'ils ont compris que c'était aussi la condition de la réussite et de pouvoir avancer. Non pas en étant en compétition, mais plutôt en cherchant à s'entraider, à se donner des pistes et à s'encourager les uns les autres.
Je pense que c'est aussi une bonne démarche artistique. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a envie d'encourager au centre Kensaro Wiwa et qui ressort franchement chez les artistes qui vous sont présentés ce soir. Merci. En tout cas, je me retrouve beaucoup dans ton discours, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Un applaudissement. C'est la fin de cette première partie d'émission. Donc je remercie tous nos invités. Je remercie toi Sam d'avoir été là avec moi. Ulysse 2001, Jenny Chan et Willow, Camille, Roberto et Faye. Une petite pensée pour Siago qui aurait dû être avec nous. On pense fort à elle. Et puis on fait une très courte pause pour accueillir au mieux nos prochains invités.